Bonjour à tous et bienvenue sur Séries et Jeux vidéo pour cette analyse et mon avis sur l'épisode 2 de la 8e et dernière saison de Game of Thrones. Comme vous le savez sans doute déjà, l'épisode était disponible sur le net depuis hier en début de soirée suite à un leak qui venait de la plateforme Amazon Prime allemande qui a débuté son stream bien avant l'heure prévue pour certains utilisateurs. Bien évidemment, la vidéo a rapidement fuité sur Reddit et sur Twitter aux alentours de 16h30. La fin du premier épisode nous préparait à la confrontation entre Jaime et Bran et le teaser sur un éventuel procès pour Jaime Lannister. Voyons voir ce qu'il en est vraiment. Générique. Le premier épisode de la saison a bien rempli son rôle d'organiser les retrouvailles qu'on attendait tous pour certains personnages, mais aussi de nous remettre en selle pour cette toute dernière aventure de 6 épisodes qui paraîtront toujours trop courts même s'ils duraient 4 heures chacun. J'ai été un peu frustré du traitement de quelques passages qui étaient un peu trop courts ou trop expédiés, et j'espérais que ce deuxième épisode allait enfin lancer les événements qui allaient mettre en place l'échiquier final de la série, dévoiler quelques secrets essentiels. L'épisode débute avec ce que tout le monde voyait comme le procès de Jaime Lannister. Le régicide se retrouve bien face à ses démons et les actes qu'il a pu commettre, mais les choses sont bien plus complexes que ce que le teaser pouvait nous laisser croire. Comme je le prévoyais, il ne s'agit pas à proprement parler d'un procès, mais d'une explication entre le conseil formé par Daenerys, Sansa et Jon face à un Jaime seul mais volontaire pour joindre la bataille comme il l'avait promis. Bien sûr, Daenerys est pleine de rage, elle ne peut pas oublier qu'elle a en face d'elle celui qui a tué son père. Même si elle sait que son père était devenu fou, qu'il était devenu un danger pour la population entière de Port-Réal, elle ne sait pas vraiment comment gérer ce problème qu'elle a face à elle. Sansa ajoute sa petite touche en rappelant que Jaime était à l'origine de l'arrestation de Ned et que c'est donc par sa faute dès le départ que Ned Stark a été exécuté. Tout ça est une évidence pour tout le monde, mais Jaime n'est plus le même homme qu'il était à l'époque. Il est passé par tellement d'épreuves, il a montré sa valeur si souvent et rapidement. Jaime montre à Daenerys sa bonne volonté en dévoilant les vrais plans de Cersei et son mouvement principal de faire appel à la Compagnie Dorée, mais aussi en s'intégrant dans les plans de bataille contre l'Armée des Morts. Mais il y a encore un peu de l'ancien Jaime en lui et il reste quand même sûr de lui quand on le met face à ses choix qu'il pensait juste à cette époque et qu'il trouve toujours légitimes, mais cette assurance tient jusqu'à ce que Bran le calme avec une phrase qui lui transperce le cœur: The things we do for love. Bran est le roi de la punchline, il sait quand placer le bon mot et comment le dire pour toucher à chaque fois le point qui fait mal, et c'est finalement Brienne qui ramène tout le monde à la raison en se portant garante pour Jaime parce qu'elle sait qu'elle doit agir au moment où elle voit que Tyrion est incapable de plaider pour son frère. La main de Daenerys a commis trop d'erreurs. Il est victime de son intelligence et a fait une série de choix qui paraissaient totalement évidents, mais c'était sans compter sur Cersei qui est capable du pire en étant la meilleure. Encore une fois, Sansa est celle qui prend le pouvoir au conseil. Encore une fois, Jon ne prend aucune autre décision que de suivre le mouvement, et encore une fois, Daenerys sent le vrai pouvoir lui échapper. Elle exprime d'ailleurs immédiatement à Tyrion sa frustration en remettant en cause sa position de main de la reine. La phrase qui suit de Tyrion quand il se retrouve abandonné avec Jorah et Varys pourrait déjà être prémonitoire car il déclare « L'un de vous pourrait porter l'insigne à ma place finalement ». Je ne le vois pas se faire renvoyer par la reine bien sûr, on en reparlera plus tard, mais je crains que la nouvelle main ne remplace un Tyrion mort assez rapidement. La discussion d'Arya qui suit avec Gendry nous montre une Arya qui prend le contrôle elle aussi. Quand elle commence sa conversation avec lui, elle essaye de collecter des informations sur l'Armée des Morts. Elle sait qu'elle va les affronter, elle veut les affronter et donc en bon assassin, elle se prépare pour savoir contre quoi elle va se retrouver. Elle pose donc une série de questions à Gendry, quoi il ressemble, quel est le rôdeur, comment il bouge et comment les tuer surtout. Et là Gendry se rappelle de cette Arya qu'il a rencontrée à la sortie de Port-Réal qui était courageuse d'accord, mais qui n'avait rien à voir avec l'assassin à sang-froid qu'elle est devenue aujourd'hui. Donc forcément il la prend de haut et essaye de lui faire peur pour la protéger. Mais Arya 2.0 est actuellement la plus badass de la série, même au-dessus de Tormund en quelque sorte, et elle place une série de lancers de lame à la bullseye en sortant cette petite déclaration bien froide qui était dans le teaser. Gendry comprend à ce moment qu'il est face à un soldat tout comme lui, et même qui est passé un cran au-dessus de lui, il est fort, il est résistant, mais elle a réussi à développer tout un tas de talents qui la rendent bien plus dangereuse que presque n'importe qui à Winterfell à ce moment. Suit encore un face-à-face que tout le monde attendait depuis le début de la série. Bien sûr, Jaime a recroisé Bran depuis qu'il l'a poussé, mais c'était un autre Bran à l'époque. Dans cette discussion, Bran montre à Jaime qu'il le tient maintenant comme son débiteur. Il sait aussi que c'est indirectement grâce à Jaime qu'il est devenu la corneille aux 3 yeux, mais comme ce n'est plus Bran, il ne peut pas pardonner Jaime de ce qu'il a pu faire. Jaime le comprend et il sait immédiatement que tout ce qu'il va faire à partir de maintenant, c'est pour le bien de tous et pas juste pour essayer de gagner une certaine rédemption. Le choix de Bran de garder pour lui la révélation de ce qu'avait fait Jaime lors du premier épisode et qui n'était connu que de Catelyn Stark après coup, ce choix était stratégique. Bran sait ce que doit réaliser Jaime, ou en tout cas il a des plans pour lui et il ne veut pas le sacrifier parce que c'est sa tour sur l'échiquier, une pièce qui a beaucoup de valeur. Et la discussion se termine sur un mot qui paraît très important dans cet épisode parce qu'il apparaît 2 fois dans 2 répliques assez mystérieuses en VO, le mot c'est afterwards. Il veut dire plus tard ou après. Et Bran laisse entendre à Jaime qu'il ne peut très bien plus y avoir de plus tard, ou plus clairement plus de futur en fait. Mais est-ce que ça veut dire pour Jaime ou plus généralement pour les vivants ?
La discussion entre Tyrion et Jaime qui suit sert d'abord principalement à rappeler les plans de Cersei et essayer de nous marteler que le bébé existe vraiment. Jaime en est certain et il ajoute que Cersei a pour habitude d'accompagner ses mensonges d'une part de vérité pour les rendre plus crédibles. C'est aussi une technique pour un menteur de ne pas laisser passer des signes de mensonge sur son visage et se faire détecter. Placer des vérités pour habiller un mensonge permet au cerveau de se sentir tranquille et de placer la petite douille sans vraiment mettre mal à l'aise le menteur. Tyrion ajoute à la fin cette référence à ses dialogues de la saison 1 où il expliquait comment il rêvait de mourir. Complètement bourré et bien sûr parfaitement accompagné. On voit à ce moment que les deux frères ont totalement évolué à l'opposé de ce qu'ils étaient. Tyrion était le rebelle qui cherchait l'alcool et les femmes, alors que Jaime était le prétentieux chevalier qui n'avait qu'une chose en tête, les fesses de sa sœur. La transition qui suit est un peu trop scolaire avec un système de champ contre champ pour passer d'un plan et d'un personnage à un autre. Par contre, on voit que les fortifications de Winterfell sont équipées à la mexicaine avec des lames de verre dragon scellées dans les murs pour éviter tout passage par escalade. On passe de Jaime à Brienne puis à Vergris pour finalement passer à un plan sur Podrick et Brienne. Et c'est enfin un vrai plaisir de voir que Podrick est devenu un vrai combattant. Il avait un peu de mal jusqu'à la saison dernière, il n'était pas vraiment impressionnant une épée à la main. Jaime se rend compte que Brienne a fait des miracles avec son élève, il sait. Podrick s'est formé d'autres combattants, il est devenu impressionnant et a gagné en charisme. Je crois que tout le monde attendait cette transformation. Jaime et Brienne se tournent autour sans vraiment savoir ce qu'ils sont en train de faire. Jusqu'à présent, c'était des échanges entre garçons et filles comme les enfants. L'un agresse l'autre pour attirer son attention parce qu'il ne sait pas vraiment comment s'y prendre. Ils ressentent tous les deux quelque chose mais ils ne savent pas encore vraiment ce que c'est. Si c'est juste du respect, de l'amour ou une profonde amitié. Du côté de Brienne, je suis certain qu'elle est amoureuse de Jaime depuis le passage où il lui a révélé pourquoi il avait assassiné le roi fou. Elle l'a vu à partir de ce moment comme un autre homme et elle a vu ses failles. Pour Jaime, je crois qu'il ne sait pas où il en est, il sait, il ressent qu'il doit rester proche d'elle et il est même devenu capable de se placer sous les ordres de quelqu'un d'autre et surtout d'une femme. On retrouve ensuite Daenerys et Jorah friendzone Mormont ou le mort en sursis qu'est Jorah parce que je suis persuadé qu'il fera partie des premiers à tomber dans la bataille. Jorah se sacrifie encore une fois et met de côté son honneur pour demander à sa reine de réévaluer sa position sur Tyrion. Il sait qu'il est meilleur que lui parce qu'il est un peu plus opportuniste et un peu plus vicieux en plus d'être incroyablement intelligent. Les mots de Jorah ont toujours du poids sur les décisions de Daenerys et il termine sur une demande secrète mais c'est évident que la scène qui suit est à cause de lui. Daenerys écoute donc Jorah, oublie sa fierté et essaye de calmer la situation avec Sansa et c'est vraiment une bonne chose parce que je pense que si elles arrivent à trouver un terrain d'entente à elles deux, elles peuvent gouverner à la perfection. Le point qui les rapproche a une sorte de jurisprudence au cinéma. J'ai remarqué dans cette conversation un petit quelque chose du cas Martha dans Batman Superman. Vous vous rappelez quand Batman est sur le point d'achever Superman et qu'il apprend que leur mère ont le même prénom. Cette information met fin à toute tension entre les deux hommes qui auraient été capables de s'entretuer quelques secondes avant. La Martha ici c'est Jon. Sansa et Daenerys aiment toutes les deux Jon et Daenerys lui montre à sa façon qu'elle a laissé de côté tout ce qu'il avait construit depuis son enfance pour aller aider Jon dans son combat. Et on y croit pendant quelques secondes, mais il reste quand même le problème de l'autonomie du Nord et les craintes de Sansa sur cette reine Targaryen qu'elle voit venir comme le tyran qu'était son père. Il y a donc du mieux entre les deux femmes et je pense que sauf si Daenerys part en vrille après les révélations de Jon, elles sont capables de trouver un terrain d'entente. Pour moi, ça doit être autre chose que Jon, c'est tout. Encore une fois, un mot est important et c'est lui qui fait basculer ce petit moment d'accalmie entre les deux femmes. Afterwards est toujours utilisé et encore une fois, ce qui va ou peut arriver après est une inquiétude et peut potentiellement permettre de construire quelque chose de viable mais aussi créer une tension qui se terminera forcément en guerre. Finalement, Théon fait son entrée à Winterfell et il va essayer, à partir de ce moment, de faire définitivement oublier toutes les atrocités qu'il a pu connaître sur sa famille d'adoption. Il a déjà réussi en partie parce que c'est grâce à lui que Sansa est toujours vivante, quand ils ont réussi tous les deux à échapper au Bolton dans une cascade où la plupart des personnages seraient morts ou paralysés. Mais bon, paralysés c'est pas forcément mauvais dans Game of Thrones. En plus de ça, ils ont vécu à peu près la même situation avec Ramsay Bolton. Ils ont été tous les deux retenus en otage d'une manière différente et tous les deux torturés d'une manière différente mais presque aussi traumatisante. Dans la série des souvenirs douloureux, Davos aura aussi son passage bien déstabilisant en donnant à manger à la population de Winterfell. Après avoir remotivé de la chair à canon tout en sachant parfaitement qu'ils vont juste servir à grossir les rangs de l'armée des morts, Davos rencontre cette petite fille avec une profonde trace de brûlure sur le visage. Il reconnaît immédiatement dans cette petite fille courageuse et volontaire le souvenir traumatisant de Shireen, la fille sacrifiée de Tanis Baratheon dans les flammes. Il est secoué par cette image et Gilly arrive à raisonner la petite fille d'aller se battre en la persuadant qu'elle sera plus utile dans les cryptes pour protéger les femmes et les enfants. Cette jeune fille est étrange et on est beaucoup à se demander si Davos ne s'est pas retrouvé face à un sortilège qui modifie l'apparence de Mélisandre. Elle sait que si elle revient et qu'elle est vue à Winterfell, elle sera exécutée comme Jon lui avait promis. Elle doit donc se cacher pour se protéger et quoi de mieux qu'une petite fille comme ça pour passer inaperçue. Je suis sûr que le retour de Mélisandre va être essentiel à l'avenir et qu'elle ramènera de Volantis une série de révélations qui vont remettre en cause tout ce que tout le monde croyait savoir des Targaryens, des enfants de la forêt et éventuellement des liens qui pourraient exister entre les deux. Le retour de Tormund et du reste des survivants de la garde de nuit nous révèle ensuite l'avancée de l'armée des morts qui arrivera dans la nuit qui vient.
Ça y est, la bataille est lancée et le prochain épisode va nous faire vivre un moment mémorable. Les préparatifs sont en marche et les troupes se regroupent au point stratégique planifié sur le plan de bataille qui apparaîtra plus tard. Et c'est dans cette scène que nous est révélé ce que tout le monde pensait. La vraie cible du roi de la nuit, c'est la Corneille et donc Bran. Il l'a marqué et il le suit à la trace. La stratégie est donc rapidement décidée et Bran sera utilisé comme appât pour attirer à l'écart de ses troupes le roi de la nuit et laisser une chance au dragon ou à Jon de le détruire une fois pour toutes et donc de se débarrasser de toute l'armée des morts. En espérant bien sûr que si le roi tombe, tous les autres suivront comme des dominos. Je pense qu'une idée est en train de naître dans certains esprits qu'il ne va pas juste falloir tuer le roi de la nuit mais plutôt le soigner en quelque sorte et faire ça sur un arbre-cœur pour reproduire la manière qui a été utilisée pour le fabriquer. Et pour ça, je pense que le ver dragon bleu qui apparaît brièvement dans le premier épisode jouera son rôle. À la fin de la réunion, Tyrion a la brillante idée de faire ce que personne n'a pensé à faire jusqu'à présent, rester avec Bran pour essayer d'en apprendre le plus possible sur ses pouvoirs et ses connaissances. Tyrion est un professionnel du renseignement et il sait que la connaissance peut être tout aussi puissante qu'un certain nombre d'armes dans une guerre. Cette guerre va faire un grand nombre de victimes dans le camp du Nord et la scène qui suit me conforte dans mon idée que soit Vergris soit Missandei va mourir dans la bataille parce que le bonheur n'est pas viable dans le monde de J.R.R. Martin. Leur volonté de partir vivre une nouvelle vie sur les Summer Islands, d'où ils sont probablement originaires tous les deux vu leur couleur de peau, est une utopie qui me paraît assez peu crédible. D'autres victimes paraissent à certains moments complètement évidentes, parce que quand la caméra passe sur Sam et Jon en pleine conversation, personne n'est choqué du retour de Ghost qui avait quand même disparu depuis 2 saisons. Le loup se barre et il revient comme une fleur et ça choque que moi. À mon avis, la réapparition de Ghost est juste un moyen de nous le remettre en tête pour pouvoir le sacrifier dans l'épisode suivant. La discussion qui suit quand ils sont rejoints par Ed la douleur sert à rappeler que Sam est capable des actes les plus impressionnants si bien sûr il est un peu aidé par la chance. Cette scène est comme celle de Tyrion plus tard, un bel hommage à la référence qui a été utilisée pour l'épisode à venir, c'est la bataille du gouffre de Helm du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, où on voit avant l'attaque des orques les échanges entre Legolas et Aragorn sur les remparts de la citadelle. L'épisode monte progressivement en pression et tous les personnages savent qu'ils vont vivre un moment décisif et qu'ils vont probablement tous mourir dans cette bataille entre les vivants et les morts. Chaque personnage vit ses derniers moments à sa façon et cette réunion entre guerriers autour de la cheminée accompagnée de quelques verres de vin est tout simplement géniale. Presque autant que la scène qui va suivre qui est le moment le plus émouvant de toute la série. Tyrion, Jaime, Brienne, Podrick, Davos et Tormund se réunissent une dernière fois pour se changer les idées avant ce qui va arriver. Christopher Ivjou, qui interprète Tormund, réalise un passage à la fois émouvant, impressionnant et tout simplement à mourir de rire dans cette tentative tellement maladroite d'impressionner Brienne. Même s'il avait fait tomber le pantalon et posé les outils sur la table, ça aurait presque été plus subtil. Et ce qui suit est à des kilomètres de la subtilité. Je passe sur les échanges entre Arya et le limier qui sont toujours très frais, mais Arya et Gendry passent à une étape qui m'a tout simplement traumatisé. Ce qui se passe là, c'est comme si vous retrouviez cette petite cousine que vous aviez connue en couche-culotte et que vous la voyez quelques années plus tard avec son copain. Pour vous, c'est toujours cette gosse qui regardait les Totally Spies à la télé et Arya qui saute sur Gendry pour lui grimper dessus sans aucune retenue après l'avoir questionné sur sa vie sexuelle. J'ai été choqué. Mais quand on repense à Gendry Baratheon et Arya Stark et qu'on se rappelle la discussion entre Ned et Robert en saison 1 sur l'union de leurs enfants, il y a un parallèle assez sympa et un peu d'ironie au final. L'épisode va finalement toucher à sa fin, mais avant ça, on a quand même droit aux 2 moments les plus impressionnants et émouvants des 8 saisons de Game of Thrones. L'adoubement de Brienne est tout simplement magique et m'a donné des frissons. Les émotions qui passent dans les regards de Podrick, de Brienne et de Jaime sont juste exceptionnelles. Le visage de Brienne passe du doute à la peur et finalement elle se relâche complètement et on voit des larmes puis un sourire qui nous présente la vraie Brienne. Pas celle qu'elle a créée pour se protéger de toutes les attaques qu'elle a pu subir dans sa jeunesse, mais juste de la joie et assez de confiance pour laisser sortir toutes ses émotions. Et après un court passage qui nous rappelle qu'il y a bien un lien familial entre les 2 Mormons de Winterfell et le don de Corvenin de Sam Jorah, Podrick nous offre une petite chanson qui a un sens bien plus important que ce qu'elle peut laisser entendre. Ce petit air innocent que Podrick chante nous rappelle l'histoire de Jenny de Vieille Pierre. Cette femme qui est liée aux enfants de la forêt par une vieille sorcière a poussé le prince Duncan Targaryen à renoncer à la couronne. Elle prédit au prince héritier Jaehaerys que le prince qui fut promis naîtrait de sa lignée et ses enfants sont justement Aerys II et Rhaella, les parents de Daenerys et grands-parents de Jon. Encore un signe qui prouve que le prince qui fut promis est donc forcément Jon, Daenerys ou même les deux. Et finalement, Jon, le roi des mystères et des mensonges, se croit encore obligé de révéler au moment le moins stratégique la vérité à Daenerys sur ses origines. Il fait ça juste devant la statue de Lyanna Stark, sa mère, et le tout après les dernières notes de la chanson de Podrick, Jenny of the Old Stones. Leur conversation est interrompue par l'arrivée de l'armée des morts, mais la manière de filmer la scène et le jeu d'Emilia Clarke sont tout simplement géniaux. La caméra est fixée sur elle durant toutes les révélations et on voit sur son visage qu'elle comprend petit à petit ce que Jon est en train de lui expliquer. On la voit sombrer progressivement
maintenant dans le désespoir, la stupeur et finalement la colère parce qu'elle sent l'arnaque qui se dessine petit à petit. Juste au moment où elle peut espérer atteindre le but de sa vie, son trône, cette idée pour laquelle elle a souffert, lui est retirée juste sous son nez. Je suis persuadé que Daenerys va se battre ou sombrer dans une sorte de rage folle. Concrètement, elle ne peut pas encaisser cette info et abandonner tout ce qu'il a construit depuis qu'elle était gamine. Même si elle arrive à le comprendre ou l'accepter, il lui faudra du temps ou de sacrés arguments, c'est certain. L'épisode se termine sur l'arrivée d'une ligne interminable de marcheurs blancs, alors que jusqu'à maintenant, il n'était que quelques-uns. HBO nous a offert un épisode qui saura satisfaire à peu près tout le monde. Il peut paraître mou et sans rebondissement au premier regard, il y a en fait tout un tas de petites confiseries pour tous ceux qui ont suivi de près ou de loin la série. Du fanservice avec des rencontres qui étaient attendues de tous, des références au livre avec la chanson Jenny of the Allstones et des révélations avec le face-à-face entre Bran et Jaime d'une part et finalement entre Jon et Daenerys de l'autre côté. Mis à part une paire de seins improbable, l'épisode m'a fait vivre un très bon moment malgré une première impression en demi-teinte. Il nous met dans l'ambiance pour cette bataille à venir et on est tous impatients de voir ce que HBO va nous proposer comme retournement de situation ou comme mort surprise. Merci d'avoir suivi ma vidéo, je ne m'étale pas, vous savez ce que vous avez à faire si vous appréciez mon travail. J'ai besoin de vous pour proposer du contenu toujours plus complet et varié. Pour la suite, comme la semaine dernière, mercredi ou jeudi, mes théories pour l'épisode suivant et je n'oublie pas tous les autres, je vous prépare pour l'occasion du passage à 10 000 abonnés, mon top 10 des séries de l'histoire de la télé. Je ne demande qu'une chose, partagez un maximum, les vues font le travail sur YouTube. Quoi qu'il arrive, profitez bien, regardez des séries, jouez à volonté et je vous dis à très bientôt sur Séries et Jeux vidéo.